Attaquons cette quatrième partie pour répondre à la question pourquoi. Pourquoi, en dépit de cette quasi-unanimité submergente, pourquoi est-ce que l'IA générative, va être une déception de plus dans la longue histoire des enthousiasmes et des déceptions de l'IA? Pour une fois, la réponse est assez simple. L'IA générative va être une déception parce que c'est une impasse. Et c'est une impasse parce que c'est une bulle boursière. Les valorisations délirantes, comme celle d'NVIDIA par exemple, sont tout simplement gonflées par des attentes délirantes et qui ne seront pas atteintes. Alors, cette bulle de l'IA, elle est surtout visible à travers ce qu'on appelle les 7 sublimes. Les 7 sublimes, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Meta et Nvidia. À une époque, on avait les GAFAM, maintenant on a les 7 sublimes. Dans ces 7-là, celui qui en a le plus profité, c'est clairement Nvidia, et il suffit de se pencher sur les chiffres pour se rendre compte que effectivement, depuis 2022, tout a changé pour Nvidia et a changé positivement. Penchons-nous sur le chiffre d'affaires 2023 de Nvidia. En 2023, donc, le chiffre d'affaires se situe à presque 27 milliards de dollars, avec une augmentation notable par rapport aux années précédentes, mais c'est rien par rapport au chiffre d'affaires 2024. Cette fois, il atteint presque 61 milliards de dollars, soit une augmentation de 126% par rapport à l'année précédente. Et c'est encore mieux quand on se penche sur les résultats. Le bénéfice net pour l'année fiscale 2024 a atteint 29, presque 30 milliards de dollars comparé à 4,3 milliards de dollars de l'année précédente. Une performance impressionnante, incontestablement, qui a eu une grosse influence sur le cours de l'action, évidemment. Regarde l'évolution du cours à 5 ans. En mars 2020, l'action Nvidia était cotée à 6,32 et elle a atteint un plus haut en janvier 2025, le 3 janvier 2025, à 144. Une progression extraordinaire. Et évidemment, cette progression extraordinaire traduit des attentes très élevées. Est-ce que vous pensez vraiment que Nvidia peut faire encore mieux en 2025 que sa performance en 2024? C'est évidemment douteux. Les attentes du marché, qui sont reflétées par cette bulle boursière, ne seront pas atteintes, elles sont vaines. Et voici pourquoi. Alors, il y a 5 points. Chacun de ces points suffirait à faire s'écrouler ce château de cartes, mais il y en a 5. Alors, ils ont tous une valeur égale, il n'y a pas d'ordre particulier. Je vous les liste ici rapidement et puis on va les voir en détail. Donc, point 1, les LLM sont atteints par les retours décroissants. Point 2, les LLM sont en train de s'autopolluer. Point 3, les résultats des LLM sont peu fiables et ça ne va pas s'arranger. Point 4, les principaux acteurs ne sont pas rentables et là non plus, ça ne va pas s'arranger. Et enfin, point 5, les LLM piratent toutes les données du net, mais ça ne suffit toujours pas. Commençons par les retours décroissants, qui est une notion bien connue de tous ceux qui étudient l'évolution technique. Toutes les techniques deviennent obsolètes parce que justement, au fur et à mesure de leur exploitation, elles donnent de moins en moins de rendement. C'est ce qu'on appelle les retours décroissants. Et c'est quelque chose qui est en train de frapper les LLMs parce que tout simplement, on avait l'habitude de bâtir des modèles toujours plus gros, avec toujours plus de paramètres, entraînés sur des fermes de serveurs toujours plus importantes, avec des datasets, des jeux de données d'entraînement toujours plus importants. Mais récemment, dernièrement, on s'est aperçu que les progressions qu'on avait auparavant, on les a plus. C'est-à-dire qu'en gros, ChatGPT connaît l'évolution de l'iPhone, dont les derniers modèles, finalement, n'apportent pas grand-chose de plus que les modèles précédents, mais coûtent toujours plus cher. Non seulement à produire, mais également quand on essaye de les acheter. Cette frénésie du toujours plus qui a frappé tous les acteurs de l'IA venait de la constatation, il y a une dizaine d'années, que plus les modèles étaient gros et plus ils étaient performants.
C'est-à-dire plus on augmentait le nombre de paramètres, la taille des datasets, etc., et plus on obtenait des résultats intéressants. Donc c'était merveilleux, il suffisait de faire grossir tout ça avec les moyens qui étaient désormais disponibles. Ça coûtait cher, mais c'est pas grave puisque le résultat était là. Et du coup, ça, comment dire, n'incitait pas du tout à une optimisation de ces ressources. Et puis, tout dernièrement, on s'est aperçu que cette loi, cette AI Scaling Laws, comme on l'a appelé, ne se vérifiait plus. C'est-à-dire qu'on avait beau faire grossir encore les modèles, ben, les performances n'étaient pas au rendez-vous. Mais c'est normal, hein, c'est la loi de l'évolution technique. Les retours décroissants frappent toujours, tôt ou tard, toutes les techniques en expansion. La deuxième malédiction qui frappe les LLMs après les retours décroissants, c'est le problème de l'autopollution. Et cette autopollution est déjà une réalité et elle est facile à comprendre. Pour s'entraîner, pour entraîner les nouveaux modèles, on a besoin d'échantillons de données très importants, des volumes énormes. Où est-ce qu'on les puise? Dans l'Internet, tout simplement. Or, qu'est-ce qu'on trouve de plus en plus sur le web? On trouve des contenus générés par l'IA générative, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et ce, de plus en plus. Ce qui fait qu'on a un peu le phénomène de la photocopieuse. Bon, c'est déjà un peu ancien, les photocopieuses. Mais en gros, on a des copies de copies de copies. Et donc, chaque nouvelle copie dégrade d'autant plus l'image de l'original. C'est inévitable. Donc, on va se retrouver avec des datasets qui seront tout simplement inutilisables. C'est pas seulement les biais, c'est que la qualité même des données est en pleine dégringolade. Cette autopollution est déjà un phénomène qui est tout à fait mesurable. Si on regarde la part des contenus générés par l'IA dans les résultats de recherche de Google, en mars 2024, ça atteignait même pas 7,5%, alors qu'en janvier de cette année, ça atteint déjà presque 20%, c'est-à-dire un cinquième des résultats de recherche sont déjà des contenus générés par les différents systèmes d'IA générative. Donc ça a déjà un impact important sur l'entraînement des modèles aujourd'hui. La troisième malédiction, on en a déjà parlé, c'est que les LLM sont peu fiables. Trop d'erreurs, trop souvent. Alors, les promoteurs disent qu'ils hallucinent. Moi, je dirais tout simplement qu'ils déconnent. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que ce sont les experts eux-mêmes, Sam Altman lui-même, qui dit que le problème d'hallucination, pour reprendre ces termes, et vous saviez combien je n'aime pas ce terme, ne va pas partir, on ne peut pas le corriger, tout simplement parce que c'est une conséquence des retours décroissants. Le discours de Altman il y a 2 ans, c'était de dire ouais mais il n'y a pas de problème, on va améliorer les modèles, on va les faire croître et il y aura de moins en moins d'erreurs. Le problème c'est qu'on s'aperçoit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de moins en moins d'erreurs. Le taux d'erreur, qui est trop important, reste à peu près fixe. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'utilisation sérieuse de ces systèmes. Le quatrième point est un des plus intéressants parce qu'il n'est pas souvent mis en avant, on n'en parle pas beaucoup. C'est le fait que les startups de l'IA reposent sur un business model qui est bancal. Ils sont pas rentables et ils vont pas l'être avant très longtemps, voire jamais. OpenAI et Anthropic, par exemple, pour parler que de ces deux-là, ils essayent péniblement et en vain de remplir, en levant continuellement de l'argent, un véritable tonneau des Danaïdes et bien sûr, ils n'y arriveront pas. Quand on regarde les résultats financiers de ces startups, c'est très édifiant. OpenAI, par exemple, pour gagner 1 $, il dépense 2,25 $. Voilà une affaire intéressante. Voilà un burn rate qui va bien. Voilà une bonne façon de cramer de l'argent sans jamais aboutir. Et pourquoi est-ce qu'ils dépensent autant d'argent? Tout simplement, c'est les frais d'entraînement et de fonctionnement de ces modèles qui sont totalement disproportionnés. Et bien sûr, avec un business model aussi bancal,
c'est pas soutenable dans la durée. C'est pas un problème de on n'arrive pas à attirer assez de clients payants. Non, c'est que même les clients payants ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. Et bien sûr, les premiers craquements commencent à apparaître. Hein. C'était l'année dernière une petite startup qui s'appelle Stability AI qui s'est retrouvée à devoir payer 99 millions de dollars à AWS alors qu'il avait été juste capable de générer 11 millions de dollars. Parce que c'est toujours ça, c'est toujours les frais de fonctionnement, les frais d'entraînement qui grèvent tout le reste. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qui s'est passé avec la crise des subprimes. Dans un premier temps, c'était les petits établissements bancaires qui, euh, qui trébuchaient. Et puis progressivement, au fur que s'écoulaient les années 2007-2008, eh bien, on a commencé à avoir les grosses institutions financières qui s'effondraient jusqu'à la chute brutale et spectaculaire de Lehman Brothers en août 2008. Eh bien, on aura sans doute le même scénario. Le cinquième point important, c'est que les acteurs de cette bulle spéculative sont prisonniers d'un raisonnement circulaire. Il leur faut toujours plus d'argent, toujours plus de données, toujours plus de cartes graphiques, toujours plus de machines, toujours plus d'utilisateurs, toujours plus d'abonnés. Donc c'est toujours plus de la même chose, mais jusqu'où? Et déjà, les premiers craquements se font sentir. C'est un article du Wall Street Journal récemment qui disait que finalement l'Internet lui-même ne suffit plus à entraîner les derniers modèles de Anthropic ou OpenAI. Le Wall Street Journal a calculé que pour les prochains modèles de ces acteurs, il faudrait un Internet qui soit 4 fois plus gros que ce qu'il est actuellement. Là, on voit clairement qu'on est en train de toucher les limites du raisonnable avec cette course dans le toujours plus. On a évoqué largement Nvidia tout à l'heure, mais Nvidia, c'est celui qui profite du boom de l'IA. Mais ce boom de l'IA, il est surtout alimenté par les investissements de ce qu'on appelle les hyperscalers. Les hyperscalers, c'est tout simplement le nom qu'on a donné aux géants du cloud, donc principalement Amazon, Microsoft et Google. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils investissent autant? Pourquoi est-ce qu'ils ont balancé autant de milliards sur OpenAI ou Anthropic? Ben, la vérité déjà, c'est qu'ils investissent pas tant que ça. En vérité, ils donnent pas réellement de l'argent. Ils donnent des crédits cloud, ce qui est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, pour que OpenAI puisse faire tourner ses modèles sur Microsoft, ben Microsoft lui a donné des crédits. C'est-à-dire que bon, on a une part de votre société, mais en regard, on vous facture pas vos frais d'utilisation et d'entraînement. C'est pareil pour Anthropic et Amazon, et ainsi de suite. Et quand on le voit comme ça, on comprend déjà tout de suite mieux le fonctionnement de cette pyramide de Ponzi. Pour comprendre la motivation des hyperscalers dans cette histoire, il faut revenir sur le cloud, l'évolution du business du cloud. À partir de 2023, le cloud a commencé à ralentir en termes de croissance, alors que dans les années précédentes, c'était autour de 35% par an. Lors du premier trimestre 2023, c'est tombé à moins de 20%. Donc clairement, il y a eu un ralentissement qui peut s'expliquer assez facilement. Les gens avaient migré, le marché commençait à être un peu saturé. Et puis, il y avait aussi, en quelque sorte, un retour de bâton, c'est-à-dire que la migration vers le cloud n'a pas apporté toutes les promesses espérées, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et certains ont fini par revenir sur leurs propres infrastructures. Donc, il fallait, pour les hyperscalaires, trouver une solution. Et la solution, c'est justement les startups de l'IA générative qui consomment beaucoup de ressources et qui sont en quelque sorte le client idéal pour utiliser leurs grandes infrastructures qu'ils ont fait grandir au fil de ces années. Et c'est pour ça principalement que ces trois acteurs soutiennent les startups du cloud quasiment à bout de bras. L'élément nouveau et récent, c'est Microsoft qui l'a apporté. Microsoft qui semblait être un soutien indéfectible de OpenAI et qui est en train de tout simplement quitter le navire.
Us self-claiming some AGI milestone, that's just nonsensical benchmark hacking. The real benchmark is the world growing at 10%. Les liens entre Microsoft et OpenAI, qui auparavant étaient très serrés, sont de plus en plus distendus. OpenAI passe des deals avec d'autres hébergeurs et clairement, Microsoft a décidé de tirer une croix dessus. Le signal qui confirme cette tendance, c'est que Microsoft est en train d'annuler ses projets, ses nouveaux projets de data center. Ceci était censé assurer la croissance de l'IA, mais apparemment Microsoft n'y croit plus. Ils ont essayé de nier la nouvelle en février, mais voici que Bloomberg, hier, a confirmé ces annulations à répétition. Clairement, Microsoft est en train de sortir de ce jeu. Sam Altman, une fois de plus, a prouvé qu'il était capable de se brouiller avec tout le monde. Donc le dernier en date, c'est Microsoft. Mais bien sûr, il s'arrête pas là. Il s'est trouvé un nouveau sponsor avec SoftBank et le patron de SoftBank, Masayoshi Son, j'ai toujours un peu de mal avec les noms japonais, qui, annonce qu'il va le financer quasiment au maximum. Alors, SoftBank, on les connaît puisque c'est eux qui ont financé la formidable aventure WeWork, qui ont dépensé sans compter pour cette impasse. Donc, en matière de cause perdue, Son s'y connaît et il est bien parti avec Sam Altman. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, le réel problème de l'IA générative aujourd'hui, c'est que les cas d'usage manquent. Les cas d'usage réellement utiles sont encore à démontrer. Alors on va me dire, mais Alain, t'es complètement à côté de la plaque. Bien sûr que le cas d'usage numéro 1 de l'IA générative a été trouvé, et c'est l'aide au coding. Mais bien sûr, qu'est-ce que je suis bête, comme j'y avais pas pensé. Donc, si on en croit la propagande, l'aide à l'écriture de programmes serait la killer app de l'IA générative. Parce qu'il y a toujours une killer app quand il y a un changement de plateforme, quand une nouvelle plateforme veut s'inscrire dans le paysage, elle réussit son entrée durable grâce à une killer app. Et là, les médias veulent vous faire croire que la killer app, c'est l'écriture de programmes, l'aide au coding. Le problème, c'est que comme d'habitude, la propagande ne dit pas la vérité. L'utilisation de l'IA générative pour le coding s'est révélée être beaucoup moins intéressante que les démonstrations spectaculaires qui ont été faites. Et quand on se penche sur le retour d'expérience de développeurs sérieux, compétents, qui l'ont utilisé pendant des mois, voire une année entière, et qui font le bilan de leur expérience, c'est tout de suite beaucoup moins glorieux. Dans certains cas, on se rend même compte que les tests spécialisés qui ont été mis au point pour montrer la performance de ces GA génératives dans les tâches de coding sont en fait des tests truqués, des tests qui ont été faits à dessein pour, influer directement sur les résultats et les montrer beaucoup plus positifs qu'ils ne sont en réalité. Des études sérieuses commencent à remonter à la surface pour montrer que, en plus de ça, l'IA générative a tendance à introduire des bugs plus ou moins subtils, qui mettent longtemps à être dépistés, débusqués, et qui donc annulent complètement le gain de temps que vous aviez initialement. De toute façon, tous ceux qui s'y connaissent en programmation et en projet informatique savent que c'est pas la phase de coding qui est la plus critique. Le plus difficile à réussir et le plus chronophage, c'est la phase de debug et la maintenance après coup. Parce que c'est toujours difficile de se pencher après sur son code quelques mois ou quelques années après. Alors si c'est pas votre code, si c'est du code généré, c'est encore plus difficile. Donc là-dessus, la plus grande prudence s'impose évidemment. Maintenant qu'on a vu qu'en dépit de ce déferlement médiatique unanime, l'IA générative finalement ne reposait pas sur quelque chose de bien solide et que forcément à un moment ça allait se voir, il est temps de se poser les bonnes questions. Et la première des questions, c'est pourquoi ?
Pourquoi est-ce que les gens se font si facilement avoir à travers les modes successifs qu'on a connus ces 10 dernières années? En fait, c'est la même chose à chaque fois. Pour chaque mode technique de ces 10 dernières années, ça a été le même scénario. Il suffit qu'il y ait un battage médiatique très intense qui répète continuellement les termes vides et creux de révolution, ça va tout changer, c'est du jamais vu, l'IA sera partout, elle va prendre vos emplois, etc. Pour que, ça y est, les gens soient hypnotisés et se mettent à croire que, oh bon sang, c'est vraiment un sujet important et cette fois, oui, cette fois, c'est différent. Si on ajoute à ça des études fracassantes venant de sources prestigieuses comme Goldman Sachs qui annoncent qu'une bonne partie des emplois futurs sont menacés par la propagation de l'IA, peu importe que quelques mois après, le même Goldman Sachs publie une autre étude pour dire tiens finalement l'IA on dépense beaucoup mais il y a peu de bénéfices, c'est quelque chose comme un pétard mouillé, aucune importance, ça y est, l'unanimité est faite et quand j'interroge les gens autour de moi, ils me disent bah Alain, pourquoi t'es sceptique puisque c'est une évidence, l'IA a gagné déjà. Non, la seule évidence, c'est que nous sommes dans une situation de bulle et les bulles, on sait comment ça se termine. Moi, dans mon parcours, j'ai déjà eu l'occasion d'en vivre une, la bulle de l'Internet, justement, et je sais que quand les choses basculent, ça se dégrade très vite. C'est parce qu'on est dans un système de pensée unique qui s'auto-renforce qu'on met autant de temps à s'apercevoir que finalement c'était une escroquerie, c'était une bulle, c'était du flan. Les gens se disent ah mais tu te rends compte avec le niveau des investissements, forcément c'est du solide ou bah dans ce cas-là pourquoi est-ce que les grands acteurs se rueraient là-dessus? Forcément il y a quelque chose derrière. Oui, mais on l'a vu par le passé avec Theranos, avec Wirecard et d'autres scandales, la crypto, FTX, que bah non, même si ça avait l'air unanime, même si ça avait l'air d'être des investissements solides, bah ça n'en était pas. On l'a vu avec Theranos qui paradait, Elizabeth Holmes qui paradait avec Bill Clinton, avec Wirecard où Angela Merkel a soutenu cette fraude jusqu'au bout. On voit que les éléments qui sont censés nous rassurer, renforcer la confiance du public, bien souvent ne sont pas plus solides que la bulle elle-même. On est arrivé à la fin de ces 2 longues vidéos sur cette époque marquée par l'IA générative et il est temps de conclure, il est temps de se poser les bonnes questions et la principale question c'est après l'éclatement de la bulle, qui on le voit est inévitable, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester de l'IA? Qu'est-ce qui va rester de l'IA générative? Qui va être le plus handicapé et le plus puni par l'explosion de la bulle? Forcément, on pense principalement aux promoteurs de l'intelligence artificielle générative, surtout comme OpenAI et Anthropic. Ces deux-là, dès qu'ils vont être lâchés par leur dernier soutien, SoftBank dans le cas d'OpenAI et Amazon dans le cas d'Anthropic, bah, ce sera tout simplement la faillite et ce sera une faillite méritée. Ceci dit, ce serait une erreur de croire que ça va faire disparaître l'IA générative de notre paysage. Elle est là pour rester. Simplement, on la mettra à sa vraie importance qui, avouons-le, est accessoire. L'IA a déjà connu des hivers, elle a survécu, elle continuera. Au risque de me répéter, l'IA est un domaine de recherche et un domaine de recherche nécessaire à l'évolution de l'informatique. Donc elle perdurera, pas de problème là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme mot de la fin, comme épilogue, je vous propose une recommandation de bon sens. C'est faites-vous votre propre opinion. Ne vous laissez pas influencer par le tintamarre médiatique, même quand il est unanime. Faites vos recherches, confrontez les faits, pensez par vous-même. Pensez par vous-même et ça vous rendra libre. Voilà, merci, à bientôt.